Vegas. La parole est maintenant Madame Dominique Orliac pour le groupe 2 RDP pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous sommes dans une situation économique difficile et personne ne conteste ici qu'il est de notre devoir de combler au mieux nos déficits afin de laisser à notre jeunesse, aux générations futures, un pays aux finances saines, tout en instaurant une politique de santé de qualité. Toutefois, prendre la direction de finances saines ne peut se faire sans créer des situations parfois compliquées pour certaines catégories socio-professionnelles, dans cet effort de solidarité qui est demandé à tous. Et dans ce contexte, il est plus que jamais de notre responsabilité de maintenir une cohésion nationale et sociale, ainsi qu'un socle républicain solide, un socle républicain basé sur des mesures qui répondront au souci d'un budget équilibré, mais qui n'oubliera pas pour autant de prendre en compte la variable de l'équité et de la solidarité. Les années se suivent et les textes budgétaires concernant la sécurité sociale se ressemblent. En effet, ce PLFSS 2015 ressemble au précédent, tout au moins en ce qui concerne le volet maladie. L'innovation a été régulièrement mise en avant, notamment lors de la présentation de la loi santé, malheureusement sans de véritables réformes structurelles, avec des économies faciles qui viseront principalement, cette année encore, le médicament qui va contribuer à hauteur de 1,5 milliard d'euros. C'est encore un signal négatif qui est envoyé à l'industrie pharmaceutique qui pourtant participe singulièrement à l'innovation dans notre pays, dont notre pays a besoin, et aux investissements industriels. Et l'on sait les conséquences que cela implique en termes de risques de délocalisation, de perte d'emploi, de diminution des investissements en matière de recherche clinique, et nous serons distancés par nos voisins européens. Mais aussi, mes chers collègues, il y a urgence. La situation du réseau pharmaceutique est catastrophique, avec des baisses de prix envisagées de 550 millions d'euros en 2015. La dégradation économique se poursuit, la baisse de la marge réglementée en pharmacie est de l'ordre de 124 millions d'euros. Encore une fois, l'effort de réduction sera sur le médicament remboursable, qui pourtant ne représente que 12% des dépenses de santé. Ceci n'est pas acceptable. Et il n'est pas vain de rappeler une nouvelle fois dans cet hémicycle que préserver la pharmacie d'officine, c'est aussi et surtout préserver un véritable maillage des territoires. Car les officines se posent... Mais attendez, écoutez-moi, au lieu de discuter entre vous... Seule Madame Orliac a la parole, mes chers collègues. Merci. En acteur incontournable des officines du parcours de soins en milieu rural. Préserver la pharmacie d'officine, c'est aussi renforcer l'accès à des soins de proximité et de qualité. Nous aurons l'occasion d'en reparler lors de l'examen de la loi croissance et pouvoir d'achat, qui évoquera les professions réglementées. Nous avons apprécié, et j'aurais souhaité le dire à Madame la ministre de la Santé, que sa position claire sur ce sujet, excusez-moi, nous avons beaucoup apprécié donc sa position. Si le gouvernement fixe le déficit du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse à 13,4 milliards d'euros en 2015 contre 15,4 milliards d'euros en 2014, l'effort d'économie repose cette année encore essentiellement sur la branche maladie, la plus déficitaire des 4 branches de la sécurité sociale. En tout état de cause, ce PLFSS ne présente pas encore assez de réformes structurelles et il serait souhaitable, comme je le demande depuis des années, d'avoir un PLFSS ouvrant la voie à des réformes de fond permettant le financement du système et des produits innovants avec des règles claires et durables. J'aimerais revenir sur d'autres points qui posent un véritable problème pour notre groupe des Ratigots de gauche et apparentés, notamment en ce qui concerne la branche famille de ce PLFSS 2015. Tout d'abord, la majorité du montant des allocations familiales, qui devait donc intervenir non plus à 14 ans, mais seulement à 16 ans, dans le but de correspondre à la première année du lycée. Après une opposition importante, notamment des radicaux de gauche, le président de la République a estimé que la majoration d'allocations familiales ne serait plus portée à 16 ans, mais resterait à 14 ans. À ce sujet, d'ailleurs, Monsieur Bapt, je m'étonne du fait que le groupe socialiste se soit félicité de ce non-report à 16 ans,
alors que c'est bien notre groupe qui avait demandé de maintenir cette majoration à 14 ans avec son amendement en commission, et nous avions perdu de 1 voix. Il est en effet étonnant de se féliciter du maintien d'une disposition qu'on a pourtant rejetée en commission. Ensuite, concernant la prime à la naissance, qui est actuellement du même montant de 923 € pour chaque enfant. Celle-ci devait initialement être diminuée des 2/3 et réduite à 308 € à partir du 2e enfant. Le gouvernement ayant évoqué, je cite, la possibilité de réutiliser le matériel acheté pour le premier enfant. Là aussi, nous pouvons entendre les arguments du gouvernement, mais cela devrait plutôt nous faire réfléchir à une politique familiale qui table moins sur la réduction des prestations sociales. En effet, la branche famille est structurellement plutôt à l'équilibre et toucher à des allocations familiales en période de crise économique et budgétaire ne nous semble vraiment pas être la meilleure des options. D'ailleurs, la branche famille devait d'ailleurs être aujourd'hui excédentaire si on ne lui avait pas indûment transféré, depuis 1998, gouvernement après gouvernement, quelques 3 milliards € de charges de la branche vieillesse. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé un amendement de suppression de l'article 61, réduisant le montant de cette prime, et nous nous réjouissons que le gouvernement ait, semble-t-il, entendu nos appels répétés à ce sujet. En outre, nous estimons que le versement de cette prime uniquement le mois suivant la naissance est un très mauvais signal pour les familles. Le décalage de 3 mois entre le 7e mois de gestation et le mois suivant la naissance n'est pas acceptable à nos yeux, alors même que les dépenses qu'engage l'arrivée d'un nouvel enfant au sein du foyer restent importantes. Il peut en effet être compliqué pour des familles se trouvant dans une situation financière difficile d'avancer de telles dépenses en attendant le versement de la prime. Dans ce contexte, afin de ne pas précariser davantage les plus démunis, il nous semble nécessaire de maintenir la date du versement actuellement en vigueur, et tel est l'objet de l'un de nos amendements. Le groupe des RDP aura donc à cœur, à travers ces amendements, de préserver la branche famille de trop grandes économies et coupes budgétaires. Par ailleurs, je dois dire que la modulation des allocations familiales n'a pas l'assentiment de tous les membres de notre groupe, car il s'agit de ne pas confondre politique familiale et politique sociale. D'autres solutions auraient pu être recherchées. À force de mettre tous les transferts sous condition de ressources, on finirait peut-être par en faire autant pour la retraite par répartition. Nous présenterons également des amendements concernant notamment l'article 10. En effet, dans un souci de simplification, le gouvernement a souhaité limiter à 2 critères le mode de répartition de la clause de sauvegarde entre les entreprises pharmaceutiques, en éliminant le critère lié à la promotion. Mais il propose de modifier la répartition de la charge entre le critère lié au chiffre d'affaires à concurrence de 40% et celui lié à la progression du chiffre d'affaires à concurrence de 60%. Une telle inversion de pondération n'est pas cohérente dans la mesure où, conformément à l'esprit de la clause de sauvegarde, qui intervient lorsque les dépenses de médicaments remboursés dépassent le seuil d'évolution autorisé, il est souhaitable que ce soit les entreprises le plus à l'origine de ce dépassement qui contribuent le plus au paiement de la contribution. De plus, face à la dépendance que nous allons avoir dans les prochaines années sur des molécules qui sont issues de brevets étrangers, on peut parler encore du Lucentis, du Sovaldi, je crois que l'adoption d'un tel amendement serait effectivement très pertinent. Aussi, nous proposerons que le critère lié à la progression du chiffre d'affaires et le critère lié au chiffre d'affaires lui-même soient inversés dans les taux. Cet amendement permettra de moins taxer les laboratoires qui consentent à faire un effort sur le volume des médicaments, participant ainsi à la réduction des déficits de l'assurance maladie et allant ainsi dans le sens de la volonté du gouvernement. En outre, le contexte budgétaire contraint de la sécurité sociale et la mise sur le marché de nouveaux traitements innovants mais coûteux nous impose de considérer que la prise en charge d'un produit par la collectivité doit avant tout reposer sur la valeur ajoutée ou le progrès thérapeutique qu'il apporte. Par conséquent, nous proposerons un amendement concernant un article additionnel afin de viser la suppression du service médical rendu SMR et de l'amélioration du service médical rendu ASMR, les médicaments nouveaux ne devant plus être évalués que par comparaison avec un intérêt thérapeutique relatif ou ITR, comme d'ailleurs le souhaite la Haute Autorité de Santé, l'Europe et nombre de députés de notre commission des affaires sociales. Enfin, dans un souci de justice sociale et d'amélioration de l'accès aux soins des personnes en situation de précarité, nous avions proposé un article additionnel, un amendement afin de supprimer la participation forfaitaire et les franchises médicales instaurées depuis 2005 et 2008, ces fameuses franchises médicales. Et nous avons fait cet amendement afin que
les personnes dont les revenus ne dépassent pas le seuil de pauvreté, comme c'est déjà le cas pour celles bénéficiant de la CMU. Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 et j'espère, Madame la ministre de la Santé, que vous aurez à cœur de présenter un amendement allant dans le même sens. Car à travers cet amendement de suppression des franchises médicales, c'est un message fort que nous voulions envoyer au gouvernement et je sais qu'il est partagé par beaucoup d'entre nous sur ces bancs. Si nous déplorons que beaucoup de dispositions de ce PLFSS 2015 relèvent du réglementaire et retirent de facto une part de souveraineté au Parlement, ce texte qui nous est proposé aujourd'hui comporte des points positifs, notamment la disposition relative aux tiers payants pour les bénéficiaires de l'ACS. L'article 32 portant sur la réforme du financement des soins aux détenus est important et bienvenu. Nous proposons aussi d'améliorer les dispositions relatives à la création des centres d'information, de dépistage et de diagnostic gratuit des infections sexuellement transmissibles. Par ailleurs, nous portons une attention particulière au soutien à la chirurgie ambulatoire. C'est un énorme défi qui suppose de réorganiser les établissements, les procédures de prise en charge, d'accompagner les professions dans l'évolution de leurs pratiques et l'acquisition de compétences spécifiques. Par ailleurs, la question touchant à l'amélioration de la pertinence des soins nous paraît un enjeu primordial à prendre en compte pour la qualité de notre système de soins et l'efficience des dépenses de santé. En outre, nous partageons avec vous, Madame la Ministre, un certain nombre d'orientations, notamment en ce qui concerne la promotion des génériques, le développement de la lutte contre le mésusage des médicaments ou encore la polymédication des personnes âgées. Je regrette néanmoins, et alors que le Président de la République a choisi la semaine dernière l'ordre pour parler aux médecins en venant à leur congrès, que votre texte n'aborde pas la question fondamentale de la réforme du temps de travail des internes. Et je porte l'espoir que vous aurez à cœur, dans le cadre de votre grande loi santé, d'engager la poursuite du dialogue avec les internes sur ce dossier. Pour conclure, vous l'aurez compris, le groupe radical républicain, démocrate et progressiste porte de nombreuses propositions. Il attendra de voir la direction que ce PLFSS prendra lors de nos débats au sein de cet hémicycle, en espérant voir adopter des réformes structurelles importantes qui permettront de préserver réellement, et non par des effets d'annonce, l'innovation et les familles. Dans la ligne du discours de Monsieur le Premier ministre dimanche devant le Forum républicain du Parti radical de gauche, il s'en passe décidément beaucoup de choses le dimanche. Nous souhaitons être un partenaire fidèle, mais aussi respecté dans notre travail réglementaire. Le gouvernement aura l'occasion de nous le montrer sur ce projet, je l'espère, sur ce projet de loi et comme sur d'autres à l'avenir. Le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste sera donc très attentif au débat qui va s'ouvrir et à la discussion des amendements et particulièrement vigilant quant à l'évolution de ce texte. Je vous remercie. Merci.